Donc tout de suite, les pouvoirs africains, quels qu'ils soient, sont soupçonnés d'être génocidaires. Le parcours des hommes politiques en Afrique n'intéresse absolument personne en France. Je pleure pour mon pays, je pleure pour mes familles, je pleure pour mes amis. Asayao, on veut la paix. Nadayango, looking at Dalago. 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 Une économie de guerre s'installe peu à peu en Côte d'Ivoire comme dans les pays voisins. Au Mali, les effets de la guerre ont été immédiats. Le prix de l'essence a presque doublé en 3 ans. Le transport routier a été bouleversé. Le problème de Côte d'Ivoire, ça pose beaucoup de problèmes. Ça nous concerne parce que Côte d'Ivoire, Mali, c'est le même pays. Surtout au plan commercial, chez nous maintenant c'est mort. Parce que le véhicule qui passe entre Côte d'Ivoire et Bamako par jour, ça fait plus de 1000 camions d'habitude. Mais aujourd'hui, ça ne vaut même pas 50 ou bien 20 véhicules. Aujourd'hui, le premier port du Mali, c'est le port d'Abidjan. Alors vous comprendrez que pour nous, la Côte d'Ivoire est extrêmement essentielle. Un pays comme la Côte d'Ivoire déstabilisé, c'est le Mali qui va ressentir les coups. Le port d'Abidjan à lui seul, il a une capacité qui correspond au port de Tema, au Ghana, au port de Cotonou et au port de Lomé. Abidjan seul. Et Tema, Cotonou et Lomé, c'est 1000 à 1200 km de plus. Alors vous voyez un peu les coûts que cela engendre. C'est énorme. Le cacao continue d'alimenter les caisses des loyalistes et de l'armée régulière. Le coton et les diamants prennent, eux, le chemin de Ouagadougou et de Bamako via la rébellion. Honnêtement, les chefs de la rébellion et tous ces politiciens ivoiriens ne sont pas pressés que la crise prenne fin. Parce que c'est vrai que les gens s'enrichissent. Trafic de coton, trafic de cacao, trafic des accointances avec un moment donné la Sierra Leone ou le Libéria pour faire du trafic de diamants. Et tout ça, le FPI en profite, la rébellion en profite, les chefs de la rébellion en profitent. Ils ont acheté des maisons un peu partout, au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, de l'argent dans les banques de ces pays africains, avec le silence coupable des chefs d'État africains. Et c'est le peuple ivoirien qui n'a aucun intérêt à cette situation. Mais les dirigeants ivoiriens, je pense qu'ils ne se pressent pas. Et quelque part, je me pose même la question de savoir si les dirigeants de la sous-région frontalière, le Mali, le Burkina, et le Mali et le Burkina essentiellement, ces deux pays, aujourd'hui, si vraiment la situation les gêne. Je ne crois plus que la situation les gêne. Et c'est vrai que des dizaines de milliards de francs CFA sont passés directement du cacao, de la filière cacao, aux caisses occultes de Laurent Gbagbo. Et au moment de la partition en 2002, le coton ne pouvait plus descendre, donc s'il ne pouvait plus descendre, il remontait pour aller trouver un port ailleurs, qui pouvait être l'un des deux ports ghanéens ou bien le port togolais, et c'était tout à fait normal qu'il passe par Ouagadougou, je dirais, c'est les routes goudronnées passent par là. Je ne suis pas sûr que la rente qui est prélevée sur le coton atteigne l'importance de ce que rapporte le diamant, c'est pas comparable. À Abidjan, un long bras de fer oppose Chirac à Gbagbo. Les deux hommes s'affrontent sur le renouvellement de la plupart des contrats signés par les grandes compagnies françaises avec le pouvoir ivoirien. Beaucoup arrivent à échéance prochainement et Gbagbo aimerait mettre fin au clientélisme franco-ivoirien pour faire jouer la concurrence. Un projet notamment est au cœur du contentieux, celui du 3e pont d'Abidjan. Pour le construire, une société chinoise aurait fait une offre bien plus intéressante que celle venant de Paris. La bataille d'Abidjan est aussi une affaire très juteuse pour certaines multinationales dont Laurent Gbagbo a finalement renouvelé les contrats. En 2003, après avoir essayé de le virer, en 2003, ils font avec
Et lui, intelligemment, il donne à toutes les grandes entreprises françaises. Bouygues obtient le renouvellement pour son eau et électricité. France Télécom s'installe à Abidjan et le patron, c'est-à-dire tous les services. Bolloré obtient le port. Castel, il n'y a pas de problème pour la bière. Je veux dire, c'est absolument incroyable de voir une façon assez habile. Laurent Gbagbo, finalement, joue de l'influence des grands groupes français, qui, eux, ont leur intérêt à court et moyen terme, contre, finalement, l'Élysée, et en faisant jouer l'influence qu'ils peuvent avoir auprès de Chirac. Dans un continent comme l'Afrique, je pense que quand Bouygues ou Bolloré ont envie d'emporter un marché, ils ne font pas intervenir Jacques Chirac. Ils graissent la patte directement à l'appareil d'État du pays en question. Et l'affaire est faite. Ça va beaucoup plus vite et ça coûte souvent moins cher. C'est dans ce contexte que Laurent Gbagbo décide de riposter à l'agression libérienne dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il aide des rebelles à chasser Charles Taylor de Monrovia avec l'accord tacite de l'Afrique du Sud, ce qui provoque d'autres destructions dans un pays déjà dévasté. We are over 200. 200? Yes. Yes, came. And yes, everybody fled away? Everybody fled away. When you heard what, firing? And we had firing from clay. We all ran. Oh, yes. Yeah. So you fled away. Yeah. Has everybody fled to Monrovia or some in the bush? Few people left in the bushes here. Yes. And when you came back? Everything spoiled. They took everything away. Destroyed? Destroyed everything. Nothing. No school. No school at all? No school. Not even no good hospital. We don't have no safe drinking water here. No drinking water? Yeah. No toilet, no safe drinking water. I know. You don't have any well? No well. No well at all? For you and That's why they are scared. Yeah, they are scared because of this. But you haven't seen any white men during the war? I saw white men, but they were not coming in the bush the way you press. Yes. En 2003, Charles Taylor est contraint à quitter Monrovia pour un exil doré au Nigeria, le Nigeria qui rêve de contrôler l'Afrique occidentale. Taylor, le principal financier des rébellions de la sous-région, n'est plus en état de nuire. Paris, qui l'a souvent protégé, a dû céder face à la détermination américaine et sud-africaine. À la tête de cette coalition anti-Taylor, on retrouve en effet l'Afrique du Sud de Thabo Mbeki. Mbeki qui ne tarde pas à s'affronter à la diplomatie de Jacques Chirac, tout comme aux ambitions régionales du Nigeria. Les pays africains ont pris en main la question de Charles Taylor, l'ont réglée d'une manière plutôt efficace au regard des atrocités qu'il a commises, tout simplement parce que l'agenda international de l'Union africaine est fait par d'autres puissances. Les États-Unis tenaient absolument à ce que Charles Taylor paye pour ce qu'il avait fait. Ils avaient une vengeance personnelle contre Charles Taylor. Ils ont fait pression, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Le Libéria était considéré comme un dominion américain. Il l'est redevenu. Il fallait punir celui qui a mis le chaos là où régnait la Pax Americana. La Sierra Leone était une ancienne colonie britannique. La rébellion y était une anomalie. Il fallait abattre le Rouf. Et la Grande-Bretagne, avec sa place au Conseil de sécurité, avec sa capacité d'influence sur l'Union africaine, a joué. Aujourd'hui à Monrovia, la vie reprend difficilement. Les 4x4 des ONG et de l'ONU sont omniprésents. Le pouvoir des organisations internationales y est unique au monde. Après avoir été soigneusement désossé, l'immeuble qui les abritait autrefois est squatté par des milliers de déplacés de guerre. À quelques pas de la présidence de la République et des autres bâtiments officiels, un ancien hôtel très renommé est devenu le siège de l'ONU. La crise a commencé ici au Libéria il y a 25 ans. Au fait, c'est une crise qui a perduré pendant presque un quart de siècle, qui est devenue par la suite de plus en plus grave, terminant avec la guerre civile ici, qui était brutale et dévastatrice, dans le sens que tout a été détruit. Il y a eu moitié de la population en camp de réfugiés ou personnes déplacées. L'économie a chuté. Vous savez qu'aujourd'hui, l'économie n'est que 10% de ce que c'était il y a 25 ans.
Le représentant des Nations Unies à Monrovia demeure pourtant optimiste, notamment depuis l'élection d'Ellen Johnson Sirleaf à la tête du pays. Mais l'ONU n'a pas encore rétabli la sécurité dans tout le Libéria. Un gouvernement qui a été élu dans des élections libres, transparentes. Nous avons maintenant un président qui dirige le pays. Et ça, je peux le dire sans équivoque, que le président Johnson Sirleaf a sa vision, à sa manière. Il est très persistant, très énergétique. Nous aidons bien sûr, notamment dans le domaine de la sécurité, parce qu'il n'y a pas de forces armées, ils sont en reconstitution. Même chose avec la police. Donc on a un rôle important. Au Libéria, l'ONU a un mandat de tel que ils ont la même mise, ils ont la main libre aussi sur la sécurité. Voilà, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Ici, l'armée a été dissoute, la police également, donc c'est l'ONU qui fait tout, quoi. Dans sur le plan de sécurité, le Libéria, il faut tout de suite penser à ces ex-combattants de Charles Taylor. Jusqu'ici, ils n'ont pas été désarmés. Et le désarmement officiellement est fini. Bon, ils n'ont pas remis leurs armes. Ils sont dans la forêt, ils vivent de ça. Au Libéria, aujourd'hui, il n'y a pas de boulot pour le moment. Il n'y a aucune industrie. Donc, disons qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi. C'est d'abord 5% de la population qui vit bien et le reste, c'est la galère. Au Libéria, le redémarrage économique a commencé. La compétition entre différents pays aussi. Tout est à reconstruire. Le pays n'a plus ni infrastructure, ni petites ou moyennes entreprises. Les États-Unis sont ici présents au stade de la police. Ils sont là dans les organisations de circulation, d'identification. Ce sont des gens qui sont très fiables et nous travaillons la main dans la main, mais étroitement, je vous assure, et les résultats sont probants. On retrouve les Allemands avec tout le sérieux qu'ils ont dans de nombreux domaines, y compris le domaine de l'électricité. Areva, qui est une très grande compagnie européenne, c'est son district de Kassel qui règle le dossier d'ici. Et ce sont des gens d'une grande fiabilité. La Chine arrive, ils sont présents, il va y avoir un grand développement avec la Chine prochainement. Ce sont des gens qui savent construire, qui construisent très bien. Il y a des coûts qui sont très bas, à une très bonne qualité. Aujourd'hui, moi je suis en pleine discussion d'une façon avancée avec le président de Toyota qui est en peine de trouver une terre pour assembler des véhicules japonais. Ce seront des véhicules made in Liberia. Il faut penser à une seule chose, c'est à la création des emplois. S'il y a 1500 emplois de personnes qui travaillent chez Toyota, il y a 1500 familles qui vivront normalement. Il faut penser aussi aux personnes qui étaient avant de l'autre côté dans la rébellion. Il faut leur trouver des emplois. Le départ forcé de Charles Taylor du Libéria a aussi des répercussions immédiates en Côte d'Ivoire. Il provoque de graves crises au sein de la rébellion. À Bouaké, les vieilles querelles entre sous-officiers provoquent la mort de plus de 200 rebelles. L'affaiblissement de la rébellion pousse les forces armées ivoiriennes à lancer en novembre 2004 l'opération Dignité dans le but de reconquérir Bouaké et réunifier le pays, avec le feu vert tacite de la France. L'opération est presque terminée lorsqu'un Sukhoi de l'aviation ivoirienne bombarde une position de la force française Licorne à Bouaké et tue 9 soldats français. La riposte de la France est immédiate.